De modérateur et je passe immédiatement la parole à Madame Safa Ghali qui nous vient de l'Institut supérieur de documentation de Manouba, la Tunisie. Merci d'avoir venu à l'école normale supérieure de Meknès pour présenter cette communication qui s'intitule « De la plume à l'algorithme ». Mutation de l'écriture à l'ère de l'intelligence artificielle. À vous la parole, madame. Merci pour cette invitation. Je suis heureuse d'être parmi vous, tout d'abord, autour de cette réflexion autour des liens entre la littérature et les sciences. Donc, mon travail s'inscrit à l'intersection de la littérature, des études de la mémoire et des transformations contemporaines de l'écriture. Si j'ai souhaité intervenir dans ce colloque, c'est précisément parce que l'intelligence artificielle nous place aujourd'hui dans une situation assez particulière. Elle ne se contente plus d'assister l'écriture, on produit plutôt désormais certaines formes. Et ce déplacement nous oblige, me semble-t-il, à reposer des questions fondamentales que l'on pensait acquises. Non plus seulement qu'est-ce qu'un texte littéraire, mais plutôt radicalement qu'est-ce qu'écrire. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette étude. Elle part d'une expérience volontairement simple. L'idée, c'était de prendre un texte autobiographique, en l'occurrence un extrait de Première enfance d'Annie Ernaux, et d'observer ce qui se passe lorsqu'il est d'abord soumis à une génération par intelligence artificielle, puis repris et retravaillé par une intervention humaine. Ce déplacement, qui pourrait sembler technique, m'a en réalité conduit à une question plus fondamentale. Que devient l'écriture lorsque la forme est maîtrisée, mais que l'expérience ne l'est plus? Avant même d'entrer dans l'analyse littéraire, il me semble important de situer dans cette question dans un contexte plus large. Une grande partie de notre rapport à l'écriture est définie par l'apprentissage scolaire. Nous passons des années à apprendre les règles, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. Cette formation est évidemment nécessaire, mais elle produit aussi un effet implicite. Elle tend à associer la qualité de l'écriture à la correction formelle. Autrement dit, on finit souvent par croire que bien écrire, c'est d'abord bien formuler. Or, les outils d'intelligence artificielle viennent précisément occuper cet espace. Ils produisent des textes corrects, fluides, structurés, qui correspondent à cette attente formelle, et c'est ce qui les rend immédiatement convaincants. Mais cette impression de maîtrise appelle, me semble-t-il, une mise à distance critique, car si l'on suit les analyses de Paul Ricoeur, le récit ne se réduit pas à une organisation linguistique, il constitue une mise en forme de temps vécu, à travers laquelle le sujet se construit. De même, Albers rappelle que la mémoire est toujours socialement située. Ainsi, écrire ne consiste pas seulement à produire des phrases correctes, mais à s'inscrire dans une expérience, dans une forme. L'œuvre d'Annie Ernaux offre un terrain particulièrement pertinent car elle met en jeu une écriture de la mémoire qui est à la fois intime et collective. Dans Première enfance, le souvenir ne se déploie plus de manière linéaire, mais par fragments, des lieux, des gestes, des ambiances. Le passé y est moins raconté que reconstruit à travers des traces sensibles. On y observe également une tension énonciative entre le je et le on, qui traduit le passage constant entre expérience individuelle et mémoire collective, et que Ricoeur permet précisément de penser. À partir de ce corpus, j'ai donc mis en place un dispositif comparatif en 3 temps: le texte original, un texte généré par intelligence artificielle, une réécriture humaine de ce texte généré. Ce qui m'intéressait n'était pas d'évaluer la qualité des textes, mais d'observer des transformations du geste de l'écriture. Le premier constat est que l'intelligence artificielle parvient à maîtriser un certain nombre de dimensions formelles de l'écriture. Elle reproduit des structures syntaxiques, des rythmes, des choix lexicaux. Elle donne l'impression d'un style identifiable. Ce phénomène rappelle les analyses de Malovitch, selon lesquelles les objets culturels numériques peuvent être décomposés en éléments manipulables
et recombinables. Cependant, cette reproduction pose une limite importante, comme l'a montré Gérard Genet. Le style ne se réduit pas à des marqueurs visibles, il engage une relation plus profonde entre forme, voix et expérience. On pourrait dire dans cette perspective que ce que produit l'intelligence artificielle relève moins d'une écriture au sens plein que d'une simulation d'écriture. Si en entrant dans le détail des textes que cette distinction devient plus perceptible, les textes générés évoquent des souvenirs, des ambiances, des temporalités. Ils semblent parler du passé et pourtant quelque chose reste difficile à saisir. Ce point est particulièrement intéressant car il ne relève pas seulement de l'analyse théorique. On retrouve cette impression dans de nombreux discours contemporains sur l'intelligence artificielle. Les textes sont souvent décrits comme propres, parfaits, mais en même temps creux ou étrangement vides. En ce qui frappe, c'est la difficulté à nommer précisément ce qui manque. Cette difficulté est en soi révélatrice. Elle indique que nous sommes face à une dimension de l'écriture qui ne se laisse pas réduire aux critères formels habituels. Les travaux de Catherine Hines permettent d'éclairer ce point. Pour elle, les systèmes computationnels produisent du langage à partir de corrélations probabilistes et non à partir d'une expérience incarnée du monde. Autrement dit, l'intelligence artificielle ne dispose pas d'un rapport au vécu qui lui permettrait d'ancrer ce qu'elle écrit dans une mémoire située. Elle produit un texte qui ressemble à une pensée, mais qui ne procède pas d'une expérience. C'est précisément dans la troisième étape, celle de la réécriture humaine, que ce décalage devient plus visible. Lorsque l'on retravaille le texte généré, on observe une transformation qualitative. Les lieux se précisent, des objets apparaissent, les sensations s'intensifient, une historicité se recompose. Ce processus ne relève pas simplement d'un enrichissement stylistique, il correspond à une réinscription du texte dans une expérience. On retrouve ici ce que Philippe Lejeune désigne comme le pacte autobiographique. L'écriture du soi implique un lien, explicite ou implicite, avec une expérience vécue. Dans le texte généré, ce lien est suspendu. La réécriture humaine vient précisément la réactiver. C'est à ce niveau que l'analyse introduit une troisième instance, souvent moins visible mais décisive, le lecteur. Car le texte n'existe pleinement qu'au moment de sa lecture. En ce sens qu'on peut mobiliser de manière nécessairement nuancée la proposition de Roland Barthes dans La mort de l'auteur. Le sens d'un texte ne se fixe pas dans son origine, mais se déploie dans son actualisation par le lecteur. Dans le cas de l'écriture hybride, cette idée prend une résonance particulière. Le lecteur ne reçoit pas simplement un texte, il participe activement à la reconstruction de son sens. Il comble les écarts, il interprète les silences, il réactive les images. Autrement dit, il devient lui-même une instance de production. Cette dimension apparaît encore plus clairement lorsque l'on considère la question des émotions et de l'expérience vécue. Les travaux en neurosciences, notamment de Damasio, ont montré que la mémoire est indissociable des affects aussi. Un souvenir n'est pas seulement une donnée, il est chargé d'une tonalité émotionnelle. De même, Tulving a montré que la mémoire épisodique permet au sujet de revivre une expérience en mobilisant des images, des sensations, des contextes. Or, dans les textes générés par intelligence artificielle, cette dimension reste fortement atténuée. Le texte peut être cohérent, mais il peine à activer une expérience affective chez le lecteur. A l'inverse, lorsque l'écriture est retravaillée, enrichie par des détails sensoriels, des lieux précis, des objets situés, des ambiances incarnées, elle produit un effet tout autre. Le lecteur ne lit plus seulement, il ressent, projette, recompose. Le texte devient un espace de co-construction cognitive et affective où mémoire, perception et imagination se rencontrent. À partir de là, il devient nécessaire de déplacer la manière dont nous pensons l'écriture. En mobilisant la perspective de la tour, on peut considérer que le texte n'est plus le produit d'une seule instance, mais le résultat d'un réseau de médiation. L'écriture hybride apparaît alors comme un processus distribué dans lequel la machine propose, transforme, reconfigure, tandis que l'humain sélectionne, oriente et inscrit le texte dans un horizon de sens. Mais c'est un point essentiel, l'humain reste le seul à pouvoir ancrer le texte dans une expérience vécue. Ces transformations s'accompagnent aujourd'hui d'un certain nombre de discours, parfois inquiets, qui évoquent l'idée d'un moment Kasparov de la littérature, en référence à la défaite de Garry Kasparov face à une machine. Mais cette analogie me semble discutable. Les échecs constituent un système fermé, régi par des règles finies. Quant à la littérature, au contraire, elle est un espace ouvert sans solution optimale.
Il n'existe pas de meilleur texte possible. L'écriture n'est pas une optimisation, mais une exploration. Je terminerai sur ce déplacement de regard. Cette étude met en évidence ce n'est pas seulement que l'intelligence artificielle fait à l'écriture, mais ce qu'elle nous oblige à voir en elle. Elle nous contraint à distinguer plus clairement ce que relève de la forme, ce qui relève de l'expérience, et ce qui peut être reproduit et ce qui résiste. Mais elle nous oblige aussi à intégrer pleinement sur une troisième dimension, celle du lecteur comme co-constructeur de sens et de l'émotion et de la mémoire. Et dans ce mouvement, elle produit un effet paradoxal. Plus les machines deviennent capables de générer des textes, plus elles rendent visibles ce qui, dans l'écriture humaine, ne se réduit pas à une compétence. Quelque chose qui tient à la mémoire, au corps, à la temporalité vécue, mais aussi à cette circulation invisible entre auteur, texte et lecteur. Pour conclure ainsi, l'écriture hybride ne constitue pas simplement une innovation technique, elle ouvre un espace critique où se redéfinit simultanément le statut de l'auteur, la matérialité du texte et l'expérience du lecteur. Elle nous invite à penser l'écriture non plus comme un produit, mais comme un processus dynamique, relationnel et incarné. Dans cette perspective, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'écriture, elle en révèle les conditions. Et peut-être que la véritable question aujourd'hui n'est pas de savoir si la machine peut écrire, mais plutôt comment l'écriture, se confrontant à la machine, devient un objet de connaissance pour les sciences humaines et ce que cette confrontation nous apprend sur la mémoire, le sujet et notre manière d'habiter le langage. Merci. Merci à vous.